Je ne suis pas sûr que l'on mesure la portée de ce qui est en cours aujourd'hui. L'intelligence artificielle aujourd'hui devrait faire la une de tous les JT. On est en train de créer un outil qui peut potentiellement apporter plein de choses extraordinaires et qui peut potentiellement nous emmener à notre propre extinction. C'est l'obsolescence programmée de l'humain après l'obsolescence programmée des produits manufacturés. Non, mais il faut bien comprendre une chose qui est pour moi le sujet cardinal de cette révolution de l'intelligence artificielle. Jusqu'à aujourd'hui encore, nous vivons dans un monde où les humains sont en compétition avec les humains. Sauf que tout ça, c'est bientôt fini. Parce que la vraie compétition, l'objectif demain, ça ne sera pas pour nos enfants et nos petits-enfants d'être en compétition les uns avec les autres. Ils seront en compétition avec les intelligences artificielles. Nous entrons dans un monde aujourd'hui où l'être humain et les générations qui viennent vont entrer en compétition avec les intelligences artificielles. Moi, je suis très content de vivre cette époque. Je dis tous les jours à mes enfants, non, c'était pas mieux avant, c'est très bien aujourd'hui et tu as de la chance de vivre aujourd'hui. Par contre, il faut que tu sois acteur d'aujourd'hui. Et c'est ça mon état d'esprit. Rafik Smati, chef d'entreprise et surtout auteur de ce livre, Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA, c'est aux éditions Erol. Bonjour Rafik Smati. Bonjour Rafik Smati, vous êtes Rafik, entrepreneur du numérique et auteur du livre Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle de l'ère de l'IA, à l'ère de l'IA. Alors on va commencer tout d'abord l'IA, quand on est entrepreneur dans le numérique comme vous, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est et comment est-elle née ? L'intelligence artificielle, si vous voulez, depuis l'histoire des technologies, il y a un certain nombre de bons spectaculaires qui arrivent à un moment donné. L'invention de l'imprimerie, par exemple, a été à l'origine d'un bon spectaculaire dans la connaissance. Et un bon spectaculaire de civilisation, ça a permis la réforme protestante, etc. Exactement, et ça a permis, et ça a précédé d'ailleurs l'avènement de la Renaissance. Et on a évolué comme ça par un certain nombre de paliers. Il y a eu la première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois que l'on est dans une révolution industrielle, elle est exponentiellement beaucoup plus spectaculaire que la précédente. Eh bien, la révolution de l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une révolution qui est en train de tout redéfinir, de tout emporter sur son passage. Je ne suis pas sûr que l'on mesure la portée de ce qui est en cours aujourd'hui. Moi, ce que je dis souvent, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui devrait faire la une de tous les JT. C'est un sujet majeur. Pourquoi ? Parce que ça va redéfinir notre rapport au travail. Est-ce que vous allez avoir des vagues de métiers qui vont disparaître ? Probablement oui, d'ailleurs. On va en parler d'ailleurs, notamment d'un rapport de Goldman Sachs. Mais absolument, où il prophétise, je crois, 300 millions d'emplois aux États-Unis et en Union européenne qui seront supprimés. Disparaître. Le Fonds monétaire international table sur 60% des emplois qui vont être impactés par l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose quand même, enfin c'est pas un petit sujet, c'est énorme. 300 millions d'emplois entre l'Europe et les USA, c'est colossal. Mais c'est colossal. C'est un truc qui vous redéfinit une civilisation. Le rapport à l'éducation, le rapport à la santé. Prenons l'exemple du rapport à la santé. Je donne quelques arguments comme ça en vrac, et on rentrera peut-être dans le détail plus tard. L'IA, c'est ce qui va vous permettre demain de créer des antibiotiques qui n'existent pas aujourd'hui extrêmement facilement. Mais c'est aussi quelque chose qui, entre les mains de personnes malveillantes, vous permettra de créer des virus qui seront un fléau pour l'humanité. Et en fait, on est aujourd'hui dans ça. C'est-à-dire qu'on est en train de créer un outil qui peut potentiellement apporter plein de choses extraordinaires et qui peut potentiellement nous emmener à notre propre extinction. Et c'est ça l'enjeu qui est à l'œuvre aujourd'hui. L'IA, c'est la 4e révolution technologique ou industrielle ? Alors, il y a plusieurs écoles qui le définissent. Oui. Moi, je considère qu'on est en train de parler de la 4e révolution industrielle. La 2e révolution industrielle, c'était celle sous Napoléon III, celle qui avait vu la première, c'était la machine à vapeur. Exactement. À la fin du 18e. La 2e, c'est sous Napoléon III, la révolution du charbon. Voilà, et l'électricité, etc. Absolument. La 3e révolution industrielle, c'est celle de l'informatique. Et la 4e révolution industrielle, c'est la révolution de l'intelligence artificielle. Et moi, ce que je note, et c'est ce qu'il y a de très intéressant, c'est que il a fallu quelque part à peu près 20 ans entre la grande révolution de l'Internet grand public et la révolution de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, elle a besoin d'une matière première. Et la matière première de l'intelligence artificielle, c'est la donnée. L'intelligence artificielle, elle se nourrit de textes, elle se nourrit d'images. Et donc la révolution de l'intelligence artificielle avait besoin d'un préalable. Et le préalable, c'était quoi ? C'était que des gens comme vous, des gens comme moi, utilisions Internet, utilisions les réseaux sociaux, produisons des contenus, postions nos photos de vacances sur les réseaux sociaux, tout ça pour alimenter la bête. Et en fait, il a fallu 20 ans entre l'avènement de l'Internet grand public, c'est-à-dire le moment où vous et moi, on a commencé à alimenter la bête, et l'avènement de l'intelligence artificielle. 20 ans, je le disais tout à l'heure, c'est le temps qu'il a fallu entre l'invention de l'imprimerie par Gutenberg et l'avènement de la Renaissance. Donc c'est ça aujourd'hui qui est en germe. Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle Renaissance ? C'est
l'idée que je porte, parce que je crois qu'il y a une question de volontarisme par rapport à tous ces sujets-là. Soit on subit la situation et on se prendra la révolution de plein face et on perdra, et ce sont les Chinois et les Américains qui gagneront, soit on se pose la question de... Je rappelle que nous, en Europe et en France, on a loupé la révolution de l'Internet, parce qu'on se croyait plus intelligent que le reste du monde avec nos Minitel. On a loupé la révolution... Le Minitel qui a inspiré les Américains, quand même, pour Internet. Bien sûr, mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle des ruptures technologiques. Et quand on veut s'accrocher à des choses qui vous renvoient au passé, à un moment donné, il faut être capable de repartir d'une page blanche. Et c'est ce qu'on n'a pas été capable de faire avec le Minitel, alors qu'on était en avance. Et ensuite, on a loupé la révolution des moteurs de recherche, on a loupé la révolution des réseaux sociaux. Là, on a la possibilité, là on a une nouvelle révolution qui est sous la main, on peut repartir à zéro, et donc il faut se poser les bonnes questions. Mais qu'est-ce que fait l'Union Européenne ? Il vous invente une loi, l'IA Act, pour réguler l'intelligence artificielle qui va tuer l'entrepreneuriat et tuer l'innovation. Et voilà la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Est-ce qu'on fait partie des gagnants de cette révolution industrielle ? Et on peut l'être en France, parce qu'on a des esprits mathématiciens brillants, on a des ingénieurs brillants. Ou est-ce qu'on va subir cette révolution ? Et là, ça sera autrement plus problématique que toutes les révolutions qu'on a loupées, celle de l'Internet, des moteurs de recherche, etc. Parce que là, il y aura des conséquences systémiques dans tous les domaines. Est-ce que la France est larguée sur l'IA aujourd'hui ? Non. Je pense que... Qui serait plutôt une bonne nouvelle, comme c'est vraiment l'avenir. Non, la France n'est pas larguée. Moi, je connais plein d'entrepreneurs. Vous avez une multitude de sociétés aujourd'hui qui se créent. On a même ce qu'on appelle des licornes, c'est-à-dire des très grosses sociétés qui peuvent potentiellement rivaliser avec ChatGPT, etc. Je pense par exemple à Mistral AI, et puis il y en a plein d'autres. Il y a aujourd'hui un tissu entrepreneurial en France et dans tous nos territoires, partout en France. En Provence, par exemple, il se passe des choses extraordinaires, en Bretagne aussi, etc. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont sur le coup, et si on les laisse bosser, et si on est capable de les aider plutôt que de leur mettre un boulet au pied, comme on sait si bien le faire avec nos entrepreneurs depuis maintenant 40 ans, on peut faire des étincelles. Mais c'est maintenant que ça se joue. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de l'Union européenne et de l'IA Act. C'est-à-dire que plutôt que de se poser la question de savoir comment on va aider nos dizaines de milliers de petites entreprises, des start-up, des scientifiques qui ont plein d'idées, qui peuvent faire plein de choses. Comment on va les aider, comment on va les soutenir pour qu'ils soient meilleurs face à la Chine, face aux États-Unis, plutôt que d'être dans l'obsession de ça. Eh bien, on se pose la question de savoir comment on va réguler l'IA, comment on va mettre des barrières à l'entrée, pendant que ce qui va faire l'IA Act, c'est je sais pas combien de centaines de pages. Aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur, vous voulez vous lancer dans l'IA, eh bien, il faut étudier ça. Voilà. Derrière chaque révolution, vous avez un effet de bulle. Moi, vous savez, je suis un entrepreneur du numérique. J'ai créé ma société Internet en 1998. J'ai connu la bulle Internet de 2000 et de 2001. Donc évidemment, il y a une inflation rhétorique. Vous avez n'importe qui écrit n'importe quoi et qui lève des fonds sur la base de projets qui sont extrêmement scabreux. Mais là, on est dans la première étape du cycle de la rupture technologique. Et aujourd'hui, on en est peut-être là dans ChatGPT. Il n'y a pas un seul business plan qui tourne aujourd'hui dans l'écosystème numérique français. Vous n'avez pas le mot intelligence artificielle. Aujourd'hui, si vous voulez vous lancer et aller chercher des fonds, vous devez avoir quelque part un chapitre, au moins un paragraphe intelligence artificielle. Donc oui, il y a de l'inflation. Sauf que cette inflation ne doit pas faire oublier la véritable révolution qui est en germe et qui, elle, est inéluctable et irréversible. Cette révolution qui fait que l'intelligence artificielle va impacter nos vies, va impacter notre rapport au travail, va impacter notre rapport à l'éducation, va impacter notre rapport à la gestion des flux logistiques dans une entreprise, va être probablement à l'origine d'un bond spectaculaire dans l'espérance de vie et dans la productivité au travail. Tout ça, c'est une réalité et il n'y a pas d'inflation. Je crois que considérer que tout ça n'est qu'une bulle, vous avez employé un terme qui m'a interpellé et qui avait d'ailleurs été utilisé par le ministre délégué au numérique, c'est le thème de perroquet conversationnel. Et je n'adhère pas du tout à ce terme. Pourquoi ? Parce que ce terme, par son côté un peu fun, léger, tend à discréditer ce qu'est l'intelligence artificielle. Il laisserait sous-entendre que l'intelligence artificielle n'est qu'un perroquet, sous-entendu quelqu'un qui n'a pas d'intelligence.
Évidemment, et encore heureux que l'intelligence artificielle n'a pas l'intelligence de vous et moi, et n'a pas ce qu'on en appelle le propre de l'homme. Mais utiliser des formules telles que celle-ci, qui, quelque part, discrédite ce qu'est l'intelligence artificielle, risque, et je pense que nous avons une responsabilité quand nous avons un micro comme ça, risque de détourner l'attention de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous lisent, d'un sujet qui est majeur, et qui, si on ne le prend pas à bras-le-corps, nous coûtera très cher. Vous avez évoqué un mot qui est très intéressant, sur lequel je vais rebondir, sur le côté paresse. C'est-à-dire que tout cela peut nous entraîner à une certaine paresse. Et il y a un risque réel avec l'intelligence artificielle, c'est que demain, nos enfants, après tout, vous entrez dans le ChatGPT aujourd'hui, et puis dans les intelligences artificielles de demain qui seront beaucoup plus perfectionnées. Ça vous écrit tous les textes que vous voulez, ça vous donne accès à toute la connaissance que vous voulez, et donc très logiquement, nos enfants demain pourraient se dire: à quoi sert l'école? Puisque j'ai accès à toute la connaissance du monde, et on peut faire une rédaction, on peut faire toutes les traductions que je veux, etc., instantanément. Et là où on en arrive à la question de l'obsolescence dont vous parlez, c'est que... c'est l'obsolescence programmée de l'humain après l'obsolescence programmée des produits manufacturés. Non, mais il faut bien comprendre une chose qui est pour moi le sujet cardinal de cette révolution de l'intelligence artificielle. Jusqu'à aujourd'hui encore, nous vivons dans un monde où les humains sont en compétition avec les humains. Quand vous voulez faire des études supérieures, vous passez un concours, et un concours, vous êtes en compétition avec vos semblables. Moi, j'élève mes enfants dans l'idée qu'ils puissent un jour faire des grandes écoles, et donc je leur insuffle un certain esprit de compétition pour qu'ils soient meilleurs que les autres. Sauf que tout ça, c'est bientôt fini. Parce que la vraie compétition, l'objectif demain, ça sera pas pour nos enfants et nos petits-enfants d'être en compétition les uns avec les autres. Ils seront en compétition avec les intelligences artificielles. Nous entrons dans un monde aujourd'hui où l'être humain et les générations qui viennent vont entrer en compétition avec les intelligences artificielles. Je crois qu'on ne mesure pas le changement de paradigme que cela représente. Et être en compétition avec l'intelligence artificielle, cela pose la question de l'école. Qu'est-ce que l'on va transmettre comme connaissance à nos enfants? Est-ce qu'on va avoir une approche de l'enseignement où on veut tout leur apprendre, ou est-ce que l'on va cibler sur un certain nombre de disciplines? Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que dans ce nouveau monde qui vient, si on veut apprendre à nos enfants à être en compétition avec les intelligences artificielles, il faut être capable de leur transmettre deux choses. D'abord, une capacité de modélisation de la complexité. Appréhender la complexité. Eh bien ça passe par quoi ? Ça passe par les mathématiques. Les mathématiques qui vous permettent de construire un monde à n dimensions et de modéliser cette complexité. Nous avons besoin de faire des génies en mathématiques si nous voulons qu'ils soient efficaces dans la bataille de l'IA. Et deuxièmement, l'interface avec l'IA aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le prompting, c'est savoir rédiger les bonnes requêtes pour que l'intelligence artificielle puisse l'exécuter. Eh bien, ça oblige de pouvoir modéliser sa pensée, de pouvoir bien l'exprimer, et ça veut dire savoir bien parler français. Et donc, quelque part, on en revient à des fondamentaux. On a beau parler de l'IA, on a beau parler d'hommes augmentés, de société qui est en train de changer. Il faut plus que jamais, les savoirs fondamentaux que sont les mathématiques, que sont le français et par extension les langues anciennes qui permettent de comprendre la manière dont sont constituées les phrases, ça devient ça devrait être au cœur de l'enseignement moderne du 21e siècle et du 22e siècle. Tout le reste n'est que littérature. Bien sûr, il faut de la culture générale. Bien sûr, il faut tout le reste. Mais si vous ne maîtrisez pas les maths et si vous ne maîtrisez pas la capacité de formaliser votre pensée, eh bien, vous serez complètement largué. Voilà aujourd'hui le monde dans lequel on rentre. Et la deuxième révolution industrielle et la troisième ont été très dures pour ce qu'on appelle l'école bleue, c'est-à-dire tous les emplois industriels. Là, ce qui va se passer cette fois-ci, et c'est la raison pour laquelle on va le prendre de plein fouet, c'est que c'est une révolution qui va toucher avant tout les cols blancs. Toutes les professions intermédiaires, du secrétaire au comptable, en passant par le responsable marketing, par le traducteur, par tous les métiers en col blanc seront impactés. Pour être plus précis, 60% selon le Fonds monétaire international seront impactés par la révolution de l'intelligence artificielle. Alors, il ne faut pas forcément paniquer. Il faut avoir conscience d'une chose, c'est que dans le cours de l'humanité, à chaque fois que vous avez une révolution de rupture comme ça, c'est ce qu'on appelle de la destruction créatrice, c'est-à-dire que vous avez une première partie... La théorie de Schumpeter. Exactement. Vous avez une première partie qui détruit, et vous avez une seconde partie, à condition que l'on a été capable de monter dans le train, qui crée encore plus. Et d'ailleurs, sur un autre registre, vous observerez quelque chose qui est a priori contre-intuitif, mais qui est prouvé, c'est que les pays qui ont le taux de robotisation le plus important
sont les pays qui ont le taux de chômage le plus faible. C'est en particulier l'Allemagne qui a beaucoup de robots dans son industrie. L'Allemagne ou d'autres pays asiatiques, on pourrait parler de la Corée du Sud, etc. Et donc ça, c'est une réalité. Donc sur le long terme, on peut raisonnablement imaginer que l'intelligence artificielle, à condition, et la condition que je pose là est extrêmement importante, à condition qu'on ne la subisse pas et à condition qu'on décide d'en faire un sujet central et qu'on la dompte et qu'on en fasse une industrie d'excellence à la française et à l'européenne en général, si on est capable de faire ça sur le long terme, eh bien ça réglera bien des problèmes. Mais il y aura une période de transition, et je veux le dire à vos auditeurs, parce que nous avons tous un devoir d'honnêteté, une période de transition qui sera difficile. Vous allez avoir, dans les années qui viennent, dans les pays occidentaux, en cumulé, des millions de personnes qui vont perdre leur job en matière d'intelligence artificielle. Ensuite, l'enjeu qui est le nôtre collectivement, c'est de faire en sorte que, je vais vous parler en tant que chef d'entreprise. En tant que chef d'entreprise, moi je ne me pose pas la question de savoir est-ce que l'IA va pouvoir remplacer tel ou tel salarié. En termes de chef d'entreprise, je me pose la question différemment. Je me dis comment l'IA va me permettre d'aller sur des terrains dans lesquels je ne serais pas allé si elle n'était pas là. Et j'ai un exemple très simple, très concret à vous donner. J'ai lancé une activité il y a quelques semaines en Allemagne, qui est l'équivalent de ce que je fais en France. Une activité en Allemagne que j'ai lancée grâce à l'IA, parce que l'IA me permet de rédiger des bons textes, parce que l'IA me permet de gérer un service client, notamment par mail, parce que l'IA me permet de faire des traductions qui ne sont pas des traductions littérales, mais des traductions intelligentes. Eh bien, j'ai lancé une activité en Allemagne. Donc moi, PME française, je me déploie dans un pays dans lequel je n'avais pas l'intention de me déployer grâce à l'IA. Donc vous avez deux manières d'appréhender le sujet. Soit vous vous dites, en termes de productivité, on va pouvoir faire des choses géniales et ça va renforcer notre capacité de conquête. Moi, en tant que patron de PME, c'est comme ça que je l'entends, et en tant que penseur de l'avenir à travers le nouveau temps, c'est aussi comme ça que je le conçois. C'est-à-dire comment on va pouvoir collectivement être acteur, partie prenante de cet avenir. Maintenant, si on est en mode gestion de pénurie, comme on l'est dans les pays occidentaux, je vais employer un terme un peu trivial, si on se comporte comme des losers en considérant que c'était mieux avant, que l'avenir est incertain et que le pire est devant nous. Si on est habité par ça, évidemment, on échouera. Et évidemment, vous aurez plein de personnes qui seront sur les carreaux. Soyons conquérants, soyons visionnaires. Considérons que ça va être très difficile. Ça va être très difficile. On a le monde entier qui est contre nous. On est dans une compétition planétaire. Vous avez les Chinois et les Américains qui nous dominent, mais nous, on a des idées, on a de la matière grise et on a des compétences, on a des ingénieurs, on a des mathématiciens, on a un esprit entrepreneurial, 1 million de créations d'entreprises chaque année en France. Il se crée plus d'entreprises en France qu'aux États-Unis. On a ça chez nous. Alors, je m'adresse à la puissance publique, qu'elle soit à Bruxelles ou à Paris. Laissez nos entrepreneurs bosser. Laissez-les créer de la valeur. Ne les plombez pas avec des rigidités, des actes, IA Act, etc., qui vont faire en sorte que les barrières à l'entrée seront de plus en plus importantes. Laissez les entrepreneurs bosser et faites-leur confiance. Si vous laissez les entrepreneurs de notre pays et de notre continent bosser, eh bien, on est capable d'embrasser cette révolution et les conséquences sur l'économie et sur l'emploi seront vertueuses et positives. L'enjeu aujourd'hui qui est le nôtre vis-à-vis des générations à venir, c'est d'insuffler une culture scientifique et une culture mathématique aux générations qui viennent, et y compris ceux qui ont évidemment une affinité plus littéraire. Et c'est très bien que vous ayez des personnes qui soient plus littéraires que d'autres. Mais dire que les mathématiques, que les sciences doivent être érigées en cause nationale, c'est l'idée que je défends, c'est pour moi un marqueur civilisationnel majeur. Les mathématiques ont été sacrifiées, les parents pauvres de l'éducation de nos enfants depuis maintenant 30 ans. Il y a une prise de conscience aujourd'hui qui a lieu sur ce terrain-là. Je pense qu'il ne s'agit pas seulement de revenir au niveau, il s'agit de se donner l'objectif de l'excellence. Pardon d'utiliser un terme qui a été galvaudé depuis la Mitterrand. Il y a du boulot pour Madame Belloubet alors. Hein. Mais c'est pour moi aujourd'hui. Quand on voit PISA et Teams, les classements internationaux. Vous voyez, pour moi aujourd'hui, l'éducation nationale, et d'ailleurs c'est un élément que j'évoque longuement dans le Nouveau Temps. L'éducation nationale, c'est la politique publique de long terme et prioritaire par excellence. Jusqu'à présent, l'éducation nationale, d'ailleurs, c'était quelque chose qui n'intéressait personne, c'était secondaire. Non, on est en train là de fabriquer de la manière dont on va aborder les questions et les enjeux d'éducation, on saura si
si notre pays, notre société, notre continent, notre civilisation pourra embrasser l'avenir, oui ou non. Enfin, c'est quand même pas un petit sujet. Ce qui fait aujourd'hui que nos enfants vont mal et que les jeunes vont mal, je ne crois pas que ça soit lié de près ou de loin à l'intelligence artificielle, c'est que nous sommes en panne d'avenir. Si vous voulez être épanoui aujourd'hui, il faut que vous puissiez vous dire que nous faisons tous partie d'une aventure collective qui nous mène haut et loin, ce qu'aujourd'hui on n'est pas capable de transmettre. Moi, je porte l'idée que la révolution technologique et que le nouveau monde que l'on peut façonner, cette nouvelle renaissance, parce que c'est de ça dont il s'agit, peut être porteur d'un nouvel idéal qui peut embarquer toute la jeunesse avec elle. Il y a une constante dans l'histoire de l'humanité, c'est que le bien et le mal sont systématiquement les deux faces d'une même médaille. Et chaque innovation de rupture, prenez par exemple l'atome, eh bien l'atome est capable de sauver des vies, l'atome est capable de nous éclairer, mais l'atome est potentiellement aussi capable d'anéantir l'humanité. Et ce qui va se jouer avec l'intelligence artificielle est exactement du même registre. Le bien et le mal, c'est une course permanente du bien contre le mal, avec... Et le propre de l'homme doit être là, c'est-à-dire faire en sorte que le bien puisse avoir une petite longueur d'avance sur le mal. C'est ça qui va se jouer. Donc évidemment que les applications malveillantes liées à l'intelligence artificielle vont exister. Évidemment que vous aurez demain la possibilité de construire des robots tueurs. Évidemment que vous pourrez construire et fabriquer des virus à base de l'intelligence artificielle. Mais moi je préfère qu'on fabrique des vaccins et des antibiotiques. Je préfère qu'on fabrique des robots qui simplifient la vie des gens. Et ce qui va se jouer, c'est la raison pour laquelle je porte l'idée de ce nouvel humanisme technologique, que nous soyons tous mobilisés, d'abord que nous regardions la révolution de face, pour que nous fassions émerger justement cet humanisme technologique, une relation apaisée avec la technologie et non pas suicidaire, ce qui est potentiellement une des pistes vers laquelle nous pourrions arriver. Je suis volontariste, c'est-à-dire que je considère que nous avons, aujourd'hui, en tant que contemporains de cette époque qui est inédite, moi je suis très content de vivre cette époque, je dis tous les jours à mes enfants, non, c'était pas mieux avant, c'est très bien aujourd'hui et tu as de la chance de vivre aujourd'hui. Par contre, il faut que tu sois acteur d'aujourd'hui. Et c'est ça mon état d'esprit.